Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord à revenir ensemble sur la crise bancaire que peuvent identifier un certain nombre d'investisseurs sur les marchés financiers, ou en tout cas sur les 3 scénarios bancaires que les investisseurs ont pu découvrir, que ce soit en matière de banque régionale aux États-Unis, l'épisode Crédit Suisse en Europe et puis les questionnements autour de Deutsche Bank actuellement. Nous évoquerons ce sujet et notamment l'analyse de Ginger AM avec Bruno Zaraya, donc associé fondateur de Ginger AM qui développe notamment une matrice des risques un peu originale ou en tout cas un peu alternative. Nous en parlerons dans un instant. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine qui sera lui consacré au capital investissement. Nous tenterons de prendre un petit peu de recul sur l'année 2022 et nous regarderons quelles ont été les grandes tendances dans ce secteur du capital investissement avec Guillaume Tobler, associé Practice Private Equity chez Bain et compagnie France, mais aussi avec Claire Chabrier, présidente de France Invest. On se retrouve tout de suite dans Smart Patrimoine. Et c'est parti donc pour Smart Patrimoine. Nous allons tenter de décrypter ensemble cette crise bancaire que certains peuvent identifier sur les marchés financiers. Et pour cela, nous avons le plaisir d'être en plateau avec Bruno Zaraya, associé fondateur de Ginger AM. Bonjour Bruno Zaraya. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Alors Ginger AM est un fonds d'investissement qui développe, alors je le disais en introduction, une matrice des risques finalement un petit peu alternative. Vous allez regarder où sont selon vous les poches de risque sur les marchés financiers pour ensuite décider de vos allocations d'actifs en fonction. Le sujet que je voulais décrypter avec vous aujourd'hui, c'est ce terme de crise bancaire qu'on voit, qu'on lit, qu'on identifie de manière assez régulière depuis 3 semaines. Certains parlent de crise bancaire, d'autres parlent de 3 phénomènes complètement qui n'ont pas de lien les uns avec les autres, si ce n'est peut-être l'origine même des fragilités mises en lumière sur le secteur bancaire. Comment est-ce que vous analysez cette situation ? Ça a commencé il y a 3 semaines avec Silicon Valley Bank. On a ensuite suivi de près les difficultés concernant Crédit Suisse et donc le rachat par UBS. On est aujourd'hui avec des questionnements sur la Deutsche Bank, notamment en lien avec la valorisation des CDS sur Deutsche Bank. Comment est-ce que vous analysez cette séquence bancaire depuis 3 semaines, Bruno Zaraya ? Okay, bonjour, merci beaucoup. Déjà, il y a 3 biais pour nous, vous l'avez précisé. On a une innovation chez Ginger qui est liée à une analyse du risque en création, pas forcément les poches de risque actuelles, mais celles qui se créent et qui pourraient générer des problèmes systémiques à l'avenir. Je dirais que cette crise bancaire, on l'aborde de 3 façons. La première, de façon fondamentale, ce qui est aussi à l'ADN de Ginger. Donc fondamentalement, on regarde ces cas spécifiques, comme vous l'avez expliqué, SVB, Crédit Suisse, on pourra parler aussi de Deutsche Bank juste après, et on se rend compte que c'était des cas, de façon fondamentale, qui étaient identifiés depuis un petit moment, puisqu'on voit d'ailleurs que les cours de bourse de ces banques-là étaient très chahutés dès 2022, et ce n'était pas une surprise de se rendre compte que ces banques étaient en difficulté, pour des raisons X ou Y qui sont largement compréhensibles de par et leur financement, et la construction de leur desk de risque ou autre. Donc c'est quelque chose qui était identifié. La seconde chose, c'est on regarde, nous, vous l'avez dit précisé, notre innovation, est-ce que le risque du marché, est-ce que le risque sous-jacent tel qu'on l'analyse monte suite à ces nouvelles? Parce qu'on peut ne pas monter le risque, mais on doit prendre position par rapport à un phénomène qui se présente à nous. Bien sûr. Et donc on a regardé en effet les risques de Crédit Suisse monter, donc on était déjà assez élevé, on était déjà autour de 3-4, ils sont passés quasiment autour de 5, donc ça s'est tendu et c'est normal au vu de ce qui s'est passé. On l'avait aussi sur le CDS de Crédit Suisse, mais il n'y a pas eu de contagion à des banques comme la Société Générale, comme BNP, comme Crédit Agricole, comme Intesa, comme BBVA. Donc on est resté sur des problèmes qui pour nous étaient spécifiques au niveau fondamental, qui sont restés spécifiques au niveau des risques. Après il y a un facteur à identifier, c'est le facteur, parce que c'est vraiment ce sont les seules valeurs où le facteur psychologique peut bien compter, sûr. parce que et où on peut créer finalement le problème à force d'avoir peur que le problème soit arrivé. Exactement. C'est exactement ça. Qu'en fait, on peut se dire, ma banque, le lundi va très bien, et elle va très bien, et parce que j'ai peur le mardi, et que j'ai peur toute la semaine, le vendredi, elle va plus bien. Donc, c'est un facteur à surveiller, et on le surveille là aussi, via nos analyses de risque, et depuis maintenant quasiment 3 semaines, on a constaté que le risque sur les bancaires était cantonné aux banques
dont on parlait, à certaines banques qui sont plus fragiles en Allemagne ou en Angleterre, et finalement ça a été la concomitance des événements. C'est-à-dire que vous avez SVB, on commence légèrement à régler le problème SVB parce que la Fed a garanti tous les dépôts, donc on retrouvait un petit peu de souffle, et tout d'un coup vous avez... Sachant qu'il y avait quand même un début de contagion sur les banques régionales aux États-Unis, il y avait SVB, puis il y a eu Signature Bank, il y a eu quelques banques comme ça qui ont subi les secousses finalement de ce qu'on a vu sur Silicon Valley Bank. Tout à fait, et ça a été une bonne chose, ça a été un facteur extrêmement instructif pour nous Européens de se rendre compte que nous en Europe, la réglementation et les contraintes imposées aux banques, qui notamment expliquent que les cours de bourse sont restés à des niveaux assez faibles, parce qu'il y a eu BAL 1, BAL 2, BAL 3 et tous les risques et tous les, je dirais, les contraintes qu'on leur a mises. Et ça explique aussi qu'aujourd'hui, elles soient beaucoup plus solides et beaucoup plus réglementées que certaines banques régionales américaines. Néanmoins, malgré le phénomène de contagion, la Fed a plutôt bien joué son rôle en garantissant notamment tous les dépôts des SVB et en rassurant. On n'a pas eu vraiment de bank run important. Et quand ça partait d'une banque régionale, ça allait peut-être chez JP Morgan, chez Goldman Sachs. Il y a eu un côté assez rassurant. En revanche, en Europe, la concomitance avec Crédit Suisse, où vous avez le premier actionnaire qui un matin vous dit « Non mais attendez, moi si son problème, je n'aiderai pas », ce qui est assez surprenant, d'ailleurs il part très peu de temps après. Et puis par rapport à Deutsche Bank que vous citez, en effet, le CDS de Deutsche Bank s'est mis à monter, mais il y a une enquête qui est en cours. L'enquête semble montrer que c'est dû à un acteur qui aurait fait une sorte de position plutôt spéculative sur le titre. Et donc là aussi... On n'a pas de certitude encore sur le sujet. Tout ce que j'ai lu est au conditionnel aujourd'hui. Mais c'est pour ça que je dis aurait. Néanmoins, on se rend compte qu'il y a des phénomènes assez atypiques sur certains titres comme ça. Et nous, on est évidemment pas là dans l'instant pour gérer ni le côté spéculatif, ni le côté très 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 conjoncturel, plus structurel. Et de façon structurelle, pour nous, les banques sont beaucoup plus solides. Cette nuit, les représentants européens ont expliqué qu'il n'y avait pas eu de fuite massive de dépôts sur les banques européennes, ce qui explique le rebond d'aujourd'hui. Et puis surtout, il y a énormément de choses que je trouve moi assez rassurantes. Je vous donne un exemple. BBVA, une grosse banque espagnole, a commencé son programme de rachat d'actions il y a 10 jours. Vous vous dites, est-ce qu'une banque qui pourrait savoir qu'il y a des difficultés très fortes à venir va commencer son programme de rachat d'actions? Je pense qu'on aura d'autres nouvelles sur les banques, notamment françaises, dans les jours à venir. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on retrouve, une fois que la poussière est tombée, un peu plus de lucidité. Ce qu'il y a, c'est qu'on est sans cesse à vendre la peur. Sur les banques, c'est toujours très risqué. Donc pas de risque sur le secteur bancaire européen, selon la matrice de Ginger AM aujourd'hui? Alors, selon la matrice de Ginger AM, il n'y a pas de risque systémique global en Europe sur les marchés. Sur les banques en Europe, il y a certaines banques qui sont plus risquées que d'autres. Par exemple, en effet, Deutsche Bank, Commerzbank sont des banques qui, dans nos outils, ont des risques plus élevés que la Société Générale qui est entre 0 et 1 comme BNP, alors que ces banques allemandes sont plutôt à 3-4. Et la Barclays en Angleterre, elle aussi, est plus tendue que d'autres. Mais Crédit Agricole, Intesa, BBVA, Société Générale, BNP, il n'y a pas de phénomène de contagion comme on avait pu connaître en 2008 et en 2011. Et puis il y a un facteur important, parce que peu de gens en parlent, c'est le prix. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous avez des actifs financiers, c'est important d'en connaître la valorisation. La valorisation des banques européennes aujourd'hui est à peu près la même que la valorisation des banques en pleine crise systémique en 2008 et en 2011. Ce qui veut dire que vous avez sur les valos intégré des décotes très importantes, alors même que le risque systémique, selon nous et dans le marché, n'est pas du tout avéré. Ce qui, pour nous, expliquera des rebonds importants à venir. Mais alors, pourquoi il y a cette crainte aujourd'hui des investisseurs sur les marchés? C'est j'ai envie de dire, le timing qui fait que, comme on passe d'un sujet à un autre en matière de difficultés bancaires, ça crée une sorte de crainte sur les marchés? C'est ce que vous identifiez? Je crois que on est malheureusement, nous on en souffre parce que ça génère de la volatilité rémunératrice, de la volatilité, on en parlera peut-être un petit peu après, mais depuis 10 ans, on vend sans cesse, tous les 6 mois à peu près, de la peur. Regardez, là on parle des banques, mais il y a 6-7 mois, la terre entière parlait de récession, voire de récession grave. On se rend compte que la récession s'est transformée en fin d'année en ralentissement, et que ce ralentissement, maintenant, c'est de la faible croissance. Et ça n'est pas du tout la même chose sur la valorisation. Sauf que sur les bancaires, comme on l'a dit tout à l'heure, l'effet psychologique peut prendre le dessus. Alors, il y a aussi quand même cet effet hausse de taux de la Fed et de la BCE qui a un impact finalement sur l'activité des banques. Et, alors effectivement, les premières à en souffrir sont ces banques qui étaient identifiées comme un peu plus fragiles que les autres. Alors, celle-ci, vous savez, la SFB finançait notamment beaucoup de tech dans la Silicon Valley. Et la difficulté, il faut bien comprendre, c'est quand les taux sont à 0, les projets, et beaucoup de projets, sont plus rentables qu'avec des taux à 3, 4, 5 ou 6. Donc déjà, vous financez des projets qui tout d'un coup deviennent moins rentables. Le problème, ça n'est pas forcément la hausse des taux. Vous savez, Warren Buffett dit toujours, c'est quand la mer se retire qu'on voit ceux qui nageaient nus. Le problème, c'est ceux qui nageaient tout nus. Après, la hausse des taux pour les banques, c'est plutôt quelque chose, normalement, de rémunérateur. Je vous donne un exemple. Il y a un an, votre banque, vous prenez 20 centimes, 30 centimes sur vos dépôts parce qu'elle est replacée des taux négatifs. Aujourd'hui, les banques proposent à leurs clients des comptes à terme à 3, 3,2, 3,3 et refont beaucoup de marge sur ces actifs-là. Il faut voir que les banques,
banques, vous prenez BNP, c'est 8 à 9 milliards de résultats l'année dernière, avec une partie de taux négatifs, avec des taux qui sont à 250-300 points de base. Pour ces banques-là, c'est beaucoup de revenus en plus. D'ailleurs, en période d'inflation ou en période de hausse des taux, normalement, les bancaires et les financières doivent en profiter, ce qui n'a pas été le cas en 2022 pour des questions de crainte, et ce qui devrait être le cas dans les prochains mois. Pour clarifier votre position, deux questions. Une sur SVB. Alors effectivement, lorsque l'on s'est rendu compte effectivement de ce bank run, ou en tout cas des résultats qui ont été publiés par SVB qui ont entraîné effectivement ce bank run, beaucoup ont dit ils sont passés en dessous finalement des fourches de la réglementation américaine, donc personne n'a pu rien voir. Vous nous avez dit en revanche tout à l'heure qu'on aurait pu identifier les fragilités de la banque dans le cours de bourse de SVB. Tout à fait. Le cours, si vous prenez, je peux vous montrer maintenant dommage, et on pourra le faire peut-être parvenir à vos auditeurs et auditrices, mais si vous regardez le cours de bourse d'SVB en 2022, c'est une chute graduelle et importante. Tout 2022, comme Crédit Suisse te l'a dit. Je ne dis pas que ça stigmatisait un risque systémique sur la banque, mais ça montrait qu'il y avait une défiance beaucoup plus importante. Si vous comparez le cours de SVB et de Goldman Sachs en termes d'évolution, vous avez vraiment deux courbes inversées. De même que si vous comparez la courbe de performance de UBS et celle de Crédit Suisse, vous avez deux courbes comme ça parce qu'il y avait un risque important qui était mis sur Crédit Suisse, comme certains savent d'ailleurs que parfois Barclays, les choses sont moins gérées aujourd'hui, et c'est pas négatif, c'est juste un constat lié à tout le management et lié à l'activité. Mais alors justement, dernière question pour bien comprendre toujours, quand on voit effectivement les difficultés qu'ont connues Crédit Suisse qui amènent finalement au rachat de Crédit Suisse dans des conditions très particulières par UBS avec le gouvernement suisse effectivement qui s'en mêle, est-ce que ça ne montre pas quand même qu'il y a une vraie crainte d'un risque systémique, ce qu'il y a eu à ce moment-là une vraie crainte d'un risque systémique? On peut voir les choses de deux façons. On peut se dire, ça montre qu'il y avait un problème, et c'est toujours la difficulté. Une banque ne communique pas, on dit il y a un problème, il ne communique pas. Une banque communique, on dit il communique, il y a un problème, ils n'en parlent pas. Et donc c'est là où le problème de confiance est difficile. Sur Crédit Suisse et UBS, on va se rendre compte d'ailleurs que UBS a racheté Crédit Suisse à 70% de la valeur d'une semaine avant, donc on verra plus tard probablement qu'ils ont fait une bonne opération, mais il est clair que la Suisse ne pouvait pas, à mon avis, en effet, laisser disparaître une banque qui en plus s'appelle Crédit Suisse, et donc elle a organisé une opération pour permettre de créer un géant suisse. Et ça montre bien qu'il y a des solutions, de même qu'en effet, quand on voit par exemple des tensions en Allemagne sur Commerzbank et Partner sur Deutsche Bank, l'Allemagne, de par ses moyens aujourd'hui, a la capacité de recapitaliser et d'accompagner une banque et de ne pas la laisser tomber. Donc il y a des solutions, et on parle de bank run, mais s'il y a bank run, ce qui pour nous n'est pas le cas aujourd'hui, ça n'impacte pas que les banques. Toutes les boîtes qui ont leur trésorerie, y compris les plus grosses du luxe dans ces banques-là, elles auraient des problèmes aussi. Nous, notre enjeu, c'est de dissocier la peur des risques. Et on dit aujourd'hui, sur les banques, on a une énième phase de peur, qui pour l'instant n'est qu'une peur. On surveille tous les jours ça dans nos outils pour voir si elle peut pas se transformer, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Et on dit, comme ça n'est qu'une peur et que les valos sur les financières n'ont jamais été aussi faibles, vous aurez des rebonds importants parce que l'excès de peur génère des excès de rebonds. Merci beaucoup Bruno Zarria d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes associé fondateur de Ginger AM. Merci beaucoup. Avec plaisir Nicolas, merci beaucoup. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine. Nous allons tenter de comprendre ensemble quelles ont été les dynamiques en matière de capital investissement sur l'année 2022. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Claire Chabrier. Tout d'abord, bonjour Claire Chabrier. Bonjour Nicolas. Vous êtes présidente de France Invest. Vous avez notamment publié votre étude annuelle d'activité en matière d'activité sur le marché du capital investissement, mais également de l'infrastructure, si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait. Vous allez donc pouvoir nous donner les grandes tendances du marché. Nous avons le plaisir d'être accompagnés également par Guillaume Tobler. Bonjour Guillaume Tobler. Bonjour Nicolas. Vous êtes associé au sein de la practice Private Equity chez Bain & Company France. Bain & Company France qui a publié de son côté le Private Equity Report qui analyse également les grandes tendances et les volumes en matière de capital investissement. On va peut-être commencer avec vous, Guillaume Tobler. Qu'est-ce que vous constatez dans ce Private Equity Report si on regarde le marché français, peut-être en matière de levée de fonds tout d'abord et d'appétence des investisseurs vis-à-vis du private equity? Alors écoutez, on a été depuis 10 ans dans une trajectoire qui était plutôt croissante et à l'augmentation dans le secteur et sur les levées en particulier, avec des années très très fortes jusqu'à 2021. L'année 2022 est elle aussi une année plutôt forte à l'échelle de la décennie. D'accord. Un petit peu en retrait par rapport à 2021, mais on reste sur des épures qui montrent l'attractivité du secteur d'une manière générale. Quelques nuances qu'on peut apporter, c'est sur la durée de levée de fonds et sur la facilité à lever des fonds.
on sent des signaux de difficultés légèrement plus croissantes, au sens où les durées de levée se sont légèrement augmentées sur l'année 2022. Sur l'ensemble de l'année 2022, ou si vous nous dites que vous sentez des difficultés, on est plus sur la fin d'année 2022, comme on a pu le voir d'ailleurs sur d'autres typologies d'actifs? Alors sur les levées de fonds, c'est difficile d'avoir une lecture vraiment Bien sûr. sur l'investissement, on pourra y revenir. Sur la partie levée, c'est vraiment une vision plutôt globale en comparant aux années précédentes et sur la durée que mettent les fonds à lever leurs enveloppes. Bon, si je comprends bien, Claire Chabrier, vous faites le même constat côté France Invest d'une année 2021 qui a battu des records et finalement une année 2022 qui revient dans la moyenne de ce qu'on a pu connaître sur les 10 dernières années? Alors, sur 2022, mais on partage les mêmes constats. Effectivement, nous, ce que nous montrent nos chiffres sur capital investissement et infrastructure sont 42 milliards qui ont été levés sur cette année. Donc, on est en ligne avec 2021, qui était une année très forte parce que post-Covid, donc avec une année 2020 en retrait compensée en 2021. Bien sûr, oui. Et cette année 2022, alors on voit quand même, puisqu'on a soulevé le capot et on a regardé le S1 et le S2, et donc on voit quand même un changement de paradigme sur la deuxième partie de l'année. Et on voit effectivement les levées de fonds qui se réduisent sur la deuxième partie de l'année. Alors après, c'est sur l'ensemble, je dirais, des segments, puisqu'on va du capital innovation jusqu'au capital transmission. Donc l'année a été portée, je dirais, ces 42 milliards par des levées de fonds de très grande taille, qui lèvent des fonds supérieurs à 1 milliard d'euros, sur les fonds de taille inférieure. Plus petite, oui. Voilà, sur le S2, à partir du mois de septembre, on voit un marché qui devient plus compliqué. Donc effectivement, des levées de fonds qui vont être plus longues, et puis des investisseurs institutionnels. Je crois que ça, c'est la tendance mondiale, effectivement, parce que c'est sur les levées de fonds au niveau mondial. On voit ce ralentissement à partir du mois de septembre. Un lien avec le ralentissement qu'on peut voir également sur le financement bancaire sur les mêmes périodes, ou aucun lien direct à y constater? Non, je pense que c'est la macroéconomie. La tendance, finalement, oui. La macroéconomie, il y a ce fameux effet dénominateur dont on a beaucoup parlé tout au long de l'année 2022, qui réduit mécaniquement les allocations en non-cotés que font les investisseurs institutionnels, puisqu'ils ont été impactés par les valorisations des obligations. Donc ça a un impact. Donc c'est plutôt ce phénomène-là qu'on voit dès le début du mois de septembre 2022. Mais ce qu'on observe aussi dans les éléments marquants sur la levée de fonds 2022, c'est la part des personnes physiques dans nos souscripteurs. Parce que vous savez que 2021, ces investisseurs ont commencé à monter, puisqu'ils représentent 19% de nos investisseurs en 2022, ce qui était à peu près le cas aussi en 2021. Donc c'est une tendance qui s'installe, vraiment une tendance de fond, où on voit que il y a de plus en plus d'investisseurs particuliers qui vont vers le private equity. Exactement. C'est quelque chose que vous constatez également, Guillaume Tobler, cette retailisation finalement du private equity qui, il y a quelques années encore, était plutôt réservée à une clientèle institutionnelle? Oui, absolument. C'est une tendance en fait qui est mondiale. Les sociétés de gestion constatent que la moitié de la richesse mondiale est détenue par des particuliers et l'autre moitié par des institutionnels. Et du coup, il y a la moitié du gâteau à aller chercher en arrivant à commercialiser ces produits auprès des investisseurs particuliers. Et on voit une ouverture des levées, alors à travers différentes modalités, que ce soit des plateformes ou que ce soit des fonds qui directement ouvrent des lignes auprès de particuliers à fort patrimoine. Mais on est clairement sur une tendance qui est à la fois mondiale et française aussi. Et en progression, du coup, si je comprends bien, année après année. Exactement. Si on regarde toujours avec vous, Guillaume Tobler, du côté des investissements, donc là, on a parlé des levées de fonds, donc les professionnels du private equity qui vont chercher de l'argent pour ensuite aller l'investir. En matière d'investissement, quelles ont été les tendances en 2022? Alors 2022 reste une année très forte en termes d'investissement dans des sociétés françaises. Donc le montant déployé en France est un très bon montant. C'est la deuxième meilleure année sur la décennie après 2021. 2021 était l'année de tous les records. 2022 est un petit peu en retrait, mais reste une année importante en termes de déploiement, avec, et je pense qu'on pourrait échanger là-dessus avec Claire, vraiment une année en deux temps. Un premier semestre dans la continuité de 2021, et avec le prisme qu'on a utilisé dans notre étude, qui est plutôt sur les grosses opérations, à plus de 100 millions de valeurs, on voit un clair ralentissement sur la deuxième moitié de l'année. D'accord. Donc on a du mal à aller investir des gros tickets, c'est ça, si je comprends bien? C'est un sujet d'entreprise ou un sujet de valeur à investir? La raison principale est l'accès au financement, plus que la qualité des actifs. Alors, il y a évidemment la macro, l'incertitude économique, mais c'est surtout une question d'accès au financement sur les gros tickets
qui a contribué à ce ralentissement. Sur les investissements, Claire Chabrier, vous constatez également cette année en 2 temps, finalement, sur les investissements réalisés par le capital investissement en France? Alors oui, mais je vais donner peut-être un éclairage différent ou complémentaire. Pour nous, donc, ce sont 36 milliards qui ont été investis par les acteurs du capital investissement et de l'infrastructure en 2022. On a une baisse sur le S2, et là je partage complètement ce que vient de dire Guillaume, notamment sur les opérations de large cap, donc les opérations de très grande taille. En revanche, quand on regarde les opérations de taille inférieure, le marché reste très actif. D'accord. Il y a une légère baisse, mais qui n'est pas finalement très significative. Donc ça veut dire qu'il y a eu du financement sur ces opérations-là. Et puis il y a aussi, on a continué à investir dans les startups, puisque ça on le voit, nous on suit tous ces chiffres-là. Et je crois que c'est une des spécificités du marché français, peut-être par rapport à d'autres marchés européens ou dans le monde, c'est que le capital investissement, on accompagne 7600 startups, PME et TI françaises, avec un prisme vraiment sur les PME très fort, puisque ce sont 80% de PME, d'entreprises qui sont sur les territoires. Donc on investit plus sur ces petites entreprises. Exactement. Finalement, dans ces petites entreprises. Et ça a donc continué à bien fonctionner sur le S2, et c'est d'ailleurs l'année où nous avons fait en nombre le plus d'investissements. Et comment on l'explique? C'est parce que les montants sont moins élevés, donc c'est plus facile d'aller investir, parce qu'il y a énormément de demandes. Comment on explique que ça aille plus vers ces entreprises-là? Alors, ça, la demande, il y en a. On l'explique par le sujet du financement. Oui. Ça l'expliquait Guillaume, c'est-à-dire que le financement s'était déjà arrêté en début d'année, déjà dès le début 2022 sur les opérations de très grande taille, ce qui n'a pas été le cas tout au long de l'année 2022 sur les opérations de taille inférieure. Donc en fait, ça a continué, les opérations ont continué à se faire sur des PME sur l'ensemble des territoires et financées par des banques ou alors de la dette privée. Bien sûr. Mais ça a continué à plutôt bien se passer sur ce segment-là. Bon, donc on a évoqué le sujet levée de fonds, on a évoqué l'investissement, ce qui a été fait avec cet argent. Guillaume, je me retourne vers vous. Est-ce que vous constatez des grandes tendances, effectivement? Parce que, bon, alors on évoque effectivement les PME, donc là on parle de taille d'entreprise. En matière d'activité, en matière de thématique, est-ce qu'il y a des choses qui ressortent particulièrement sur cette année 2022? Alors oui, au-delà de l'aspect quantitatif, il y a 3 dimensions principales, je pense, sur l'industrie. La première, c'est celle qu'on évoquait tout à l'heure de retailisation, donc de commercialisation vers des particuliers, je n'y reviens pas. La deuxième, c'est un sujet technologique, avec tout l'univers du Web3 et en fait les technologies qui le servent, donc tout ce qui est tokenisation, blockchain. D'accord. On a souvent en tête les crypto-monnaies quand on dit ça. En fait, c'est une application, mais il y a tout un panel de technologies derrière qui sont servies par des entreprises en forte croissance et dans lesquelles les investisseurs peuvent aller placer leur argent. Et donc là, on voit effectivement des fonds de private equity investir dans ces nouvelles technologies. Oui, au niveau mondial, il y a à peu près 100 milliards de dollars qui sont déjà investis dans des sociétés qui sont sur ces technologies-là. Donc c'est en train de gagner en maturité et on est encore dans une phase de croissance importante. Et puis ce sont aussi des technologies qui peuvent servir les participations des fonds pour améliorer leurs opérations et qui peuvent aussi même impacter la façon dont les fonds travaillent avec plus de digitalisation, plus de fluidité dans leur process. Donc ça, c'est le deuxième grand mouvement. Le troisième, évidemment, c'est la transition énergétique. On est dans la continuité d'un mouvement de long terme et on voit de plus en plus d'opportunités d'investissement et des critères de sélection dans les comités d'investissement qui apportent de plus en plus d'importance aux critères ESG. De plus en plus drastique, vous voulez dire, vis-à-vis des critères ESG quand ils choisissent les investissements qu'ils réalisent au sein des entreprises? Absolument. Dans la façon de prioriser les investissements, les notions ESG remontent dans l'agenda. Les notions ESG, on en avait déjà parlé sur ce plateau avec vous, Claire Chabrier, notamment sur l'accompagnement qu'on pouvait faire vis-à-vis des entreprises. Vous constatez que c'est finalement une des grandes tendances de cette année 2022 qui va se poursuivre sur les prochaines années? C'est majeur. En fait, ça aussi, c'est un des grands changements, je dirais, des 18 derniers mois. Et je crois que le Green Deal européen a été un marqueur pour notre industrie et pour les entreprises, d'ailleurs. Donc, effectivement, le filtre qu'on met pour regarder et sélectionner les entreprises dans lesquelles nous allons investir, on a rajouté, dans les différents filtres qu'on avait, on a rajouté ce nouveau filtre. Alors, peut-être, je parlerai plus du E aujourd'hui. Bien sûr, oui. Tous les enjeux de climat et de biodiversité. Mais on voit bien qu'effectivement, on rajoute dans notre analyse sur la réflexion sur l'évolution du business model d'une entreprise, sur les risques de rupture, sur les risques ou les nécessités de pivoter telle ou telle partie du business model de l'entreprise, bien sûr.
quel que soit le secteur d'activité ou le business model. D'accord. Toutes les entreprises sont concernées. Toutes les entreprises devront pivoter une partie de leur business model. Alors, si c'est 5%, ça se gère facilement. Bien sûr, oui. Si c'est au-delà de 50%, c'est plus compliqué. Oui. Donc, c'est quelque chose qu'on regarde. C'est un changement et une transformation aussi dans nos sociétés de gestion. Ça veut dire beaucoup de formation et de pédagogie, parce qu'il faut pouvoir accompagner ces entreprises. Ce sont aussi des opportunités d'investissement, évidemment, puisqu'il va y avoir des solutions, des entreprises solutions pour répondre à ce défi du réchauffement climatique, donc des investissements très intéressantes. Et puis toute la partie transition, c'est-à-dire comment on accompagne les entreprises dans leur transition. Ça, c'est un enjeu majeur, puisque, comme on vient de le dire, ça concerne toutes les entreprises et ça fait vraiment partie de notre rôle à la fois de financer, mais aussi d'accompagner dans cette transformation. Parce qu'il y a le sujet de mettre des contraintes plus drastiques à l'investissement avant d'y aller, et le sujet de transformer finalement l'activité de l'entreprise au quotidien quand on est investi dans ces entreprises pour les faire correspondre finalement à ces critères. Exactement. Et là, je crois que c'est là que le capital investissement a tout son rôle à jouer et des atouts formidables, puisque ce travail, on le fait dans les entreprises. C'est-à-dire quand on investit, on n'est pas passif, vous le savez, on est très actif. Et donc, pour un entrepreneur aujourd'hui, se retrouver notamment un chef d'entreprise, dirigeant de PME, qui n'a pas de responsable RSE, c'est quand même un sujet complexe à aborder. Et donc, on est là pour apporter justement ce savoir-faire aussi maintenant, qui a une corde qu'on est en train de rajouter à notre arc, pour accompagner les dirigeants dans cette transformation, mettre en place des feuilles de route, et année après année, puisque vous savez qu'on a ce fameux temps long devant nous, les aider à se transformer et à faire cette transition. Un focus rapide avec vous, Claire Chabrier, sur ces investisseurs particuliers. On a parlé, effectivement, on a évoqué donc cette retailisation du secteur. Est-ce que vous constatez que les investisseurs particuliers s'y connaissent plus en private equity qu'il y a quelques années, ou ça reste quand même, il y a encore un petit peu de travail à faire sur le sujet? Bien sûr, il y a du travail, puisque c'est une classe d'actifs qui est très récente pour les particuliers, puisqu'il y a encore 2-3 ans, ils ne représentaient absolument pas les fameux 19% dont je vous parle aujourd'hui. Donc, bien sûr, il y a beaucoup de pédagogie, d'ailleurs, on y travaille. On vient juste de sortir des vidéos pédagogiques à destination à la fois des particuliers et des distributeurs, parce que ça aussi, c'est un enjeu de former les réseaux de distribution. On est en train de travailler aussi sur une formation digitale à grande échelle pour les distributeurs. Donc, il y a un enjeu, bien sûr, de pédagogie. Et c'est aussi le rôle de France Invest d'accompagner sur ce sujet-là. Ensuite, nous, notre conviction, c'est que le capital investissement, c'est, comme je disais, une classe d'actifs illiquides sur le temps long. Et donc, il faut investir régulièrement. Ce n'est pas un investissement qu'on fait une année pour voir, en fait. C'est un investissement régulier, vintage, année après année, pour se construire, en fait, une partie de son patrimoine. Et c'est un investissement qui donne du rendement quand même, puisque je rappelle que historiquement... Non pas sans risque, mais avec du rendement. Bien sûr, du risque, de l'illiquidité, mais du rendement. Et nous, on regarde ces chiffres et c'est une classe d'actifs qui a surperformé l'ensemble des autres classes d'actifs année après année. Donc, allouer une partie, évidemment, de son épargne année après année. Et c'est pour ça que ça fait beaucoup de sens, notamment dans le cadre de l'épargne retraite. C'est un sujet d'actualité. Donc voilà, beaucoup de choses positives. Rapidement, Guillaume Tobler, alors effectivement, là, on a parlé de l'année 2022, on est en 2023, c'est toujours très difficile de donner des perspectives, mais à la lumière de ce que vous avez vu en 2022, quelles sont les perspectives pour vous, pour cette année 2023, sur le private equity ? Excellente question. Excellente question. J'ai cru que vous alliez vous arrêter. Excellente. Non, excellente question. Non, il est difficile de faire une projection sur l'année. Ce qu'on voit sur le début de l'année, parce qu'on est déjà à la fin du premier trimestre, c'est quand même une activité qui est encore au ralenti, notamment sur les plus grosses opérations. Je rejoins la nuance qu'on faisait tout à l'heure avec Claire. Encore au ralenti, mais avec des signes plutôt encourageants de reprise jusqu'à ces dernières semaines. L'actualité du financement sera au cœur des questions qui vont se poser cette année, qui vont quelque part conditionner la possible reprise, au-delà de la macroéconomie qui a l'air de se porter un peu mieux que les prévisions initiales qui étaient faites. On s'attendait à une forte récession, on ne la voit pas encore arriver. Et ça, c'est aussi un des facteurs qui conditionne la qualité des actifs qui arriveront sur le marché. Merci beaucoup Guillaume Tobler, associé au sein de la practice Private Equity chez Bain & Compagnie France. Merci également Claire Chabrier, présidente de France Invest. Merci à vous de nous avoir suivis et à très vite sur Bismart. Merci Nicolas.